Bismillah. Martin, je t'appelle encore à propos d'Emma. Sur l'écran du visiophone, le visage du docteur Grousset était grave. Martin comprit que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Comment va-t-elle se risqua-t-il à demander. Écoute, reprit le médecin d'une voix lasse, nous nous connaissons depuis le collège, Martin, c'est-à-dire depuis près de 15 ans. S'il y avait le moindre espoir que ta femme sorte un jour du coma, je te l'aurais dit il y a 3 mois. Il faut que tu nous donnes l'autorisation de la débrancher. Ton insistance est inutile et ridicule. Elle ne sert qu'à te faire du mal. C'est toi-même qui me l'as dit. Emma n'est pas morte. Ses blessures étaient superficielles, elles sont guéries. Oui, mais le choc qu'elle a subi au cours de l'accident a définitivement endommagé son cerveau. Elle ne survit qu'avec une assistance artificielle. Martin savait tout cela. Il sentit une boule lui nouer la gorge. Pour la 100e fois, il revécut le jour de l'accident. Il se trouvait dans son bureau, corrigeant la 8e aventure de Kim, son héroïne. Le téléphone avait sonné et Martin, mécontent, avait pensé qu'il s'agissait de Paul Zachet, son éditeur. Il s'apprêtait à le conduire poliment quand une voix inconnue lui avait déclaré: Monsieur Martin Nigol, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Votre femme vient d'être renversée par une voiture. À ce moment-là, Martin avait cru que le monde s'écroulait. Grousset, murmura-t-il d'une toute petite voix, j'ai confiance en toi. Tu es l'un des plus éminents spécialistes européens du cerveau. Tu en connais plus sur les neurones que moi en informatique. Tu as réalisé les opérations les plus spectaculaires du XXIe siècle. Souviens-toi, tu m'as juré que tu allais essayer d'accomplir un miracle. Il me faudrait des mois de recherche et surtout un cerveau tout neuf. Je n'ai pas la patience de Pénélope, Martin, ni la vocation d'un Frankenstein. Donne-moi cette autorisation. D'accord, laisse-moi jusqu'à ce soir. Pourquoi ne te décides-tu pas maintenant? Martin serra les dents. Non, il ne se révoltait pas à prendre cette décision ainsi. Rappelle-moi ce soir, répéta-t-il. Laisse-moi encore un temps de réflexion, quelques heures pendant lesquelles je pourrais me dire qu'Emma est toujours vivante. Grousset soupira, esquissa un maigre sourire, et comme il ne voulait pas achever la conversation sur cette note funèbre, il demanda d'une voix plus enjouée. Et ton 9e roman, il avance? Je travaille le scénario depuis le début du mois. Je crois qu'il est au point. En somme, il te reste à livrer les données à Olaf, qui fera tout le reste, n'est-ce pas? En combien de temps? 3 secondes? Doucement, ami. Je devrais relire et aménager le texte. Ce serait trop beau si Olaf livrait un roman parfait. Plains-toi. Non, je n'oublie pas que sans les réseaux de neurones que tu m'as fournis, je ne disposerai pas d'une telle machine. Un jour, il faudra que nous la fassions breveter. Attendant qu'Olaf ait fait ses preuves et que tu aies encore rédigé quelques aventures de Kim, car dès que ce modèle d'ordinateur sera en vente libre, tes petits camarades écrivains se précipiteront dessus et tu devras faire face à une sacrée concurrence. Je te quitte, bon courage. Martin, à ce soir. À ce soir, approuva-t-il en déconnectant le visiophone. Un long moment, il laissa son regard errer sur les coteaux de Beaujolais qui moutonnaient jusqu'à l'horizon. 5 ans auparavant, juste après leur mariage, Emma et lui avaient acheté cette vieille maison au milieu des vignes. Elle n'est pas un peu trop isolée? Avait demandé Emma. Avec toi, je suis comblé, avait-il répliqué. Seulement voilà, Emma n'était plus là, et malgré la télévision, Internet, le visiophone et un abondant courrier quotidien, Martin ne s'était jamais senti aussi abandonné. Il fit pivoter son siège et s'installa face à Olaf, dont l'économiseur d'écran laissait évoluer une myriade de poissons multicolores dans un aquarium. Olaf était un ordinateur d'une nouvelle génération. Bien que Martin fût un informaticien hors pair, il n'aurait jamais pu le mettre au point sans l'aide de son ami Grousset. La carte mémoire d'Olaf, surpuissante, était constituée de réseaux de neurones miniaturisés. Jamais le terme de cerveau électronique pour un ordinateur n'avait été plus approprié. Le prototype dont disposait Martin était unique. Pour l'instant, sa fonction était strictement limitée à la communication en général et à l'écriture en particulier. C'était en fait un système d'exploitation qui utilisait des milliards de données encyclopédiques sur l'histoire, la géographie et surtout la littérature, d'où le surnom qui lui avait été donné. Olaf pour ordinateur logiciel autofonctionnel. Outre le traitement du courrier et les jonctions avec le réseau, la fonction principale d'Olaf était la rédaction intégrale et automatique de récits.
Le principe était simple. Martin fournissait au logiciel un synopsis de quelques pages comportant le nom et le portrait des personnages, le sujet et les décors d'une aventure, ainsi qu'une ou deux premières péripéties et quelques phrases types destinées à orienter le style. Olaf s'occupait du reste, en quelques secondes et grâce au principe de logique floue avec lequel il fonctionnait. Il livrait quasi instantanément un roman de 300 ou 400 pages. Les premiers essais fournis par Olaf avaient été médiocres et difficiles à gérer. Le récit était linéaire, banal, le style lourd et répétitif, les personnages stéréotypés et le dénouement sans surprise. Mais Martin ne s'était pas découragé. Il avait vite compris qu'en livrant un synopsis plus loufoque et en piratant le déroulement de l'histoire à l'aide de personnages originaux et inattendus, la qualité et l'originalité du récit finissaient par le surprendre lui-même. Son éditeur, Paul Zaché, ne s'y était pas trompé. Le premier roman relatant les aventures de Kim, Les Anges Dorés, avait fait un beau succès de librairie. Les suivants, notamment le quatrième volume, Le Plongeon de la Mort, avaient transformé Kim Kissinger en une héroïne populaire dont les aventures étaient maintenant traduites dans 12 pays. Nourri par les épisodes précédents, Olaf rédigeait des récits que Martin lisait avec plaisir, souvent étonné par des trouvailles que le logiciel exploitait à partir des données les plus insignifiantes du synopsis d'origine. Bien entendu, l'écrivain ne livrait pas le roman tel que l'imprimante le lui délivrait. Il passait des heures à relire et à aménager le texte, mais depuis quelques mois, il constatait qu'Olaf fournissait un travail de plus en plus achevé. Au fil du temps, les personnages, notamment Kim, avaient pris de l'épaisseur et de la personnalité, et Martin était étonné par les libertés et les qualités d'imagination dont son ordinateur faisait preuve. Bien, grommela-t-il au travail. Travailler était le meilleur remède qu'il avait trouvé contre la morosité. Quand il cogitait sur les aventures de Kim, le souvenir d'Emma s'estompait. D'une pichenette sur la souris, il fit s'évanouir les poissons, réapparaître le texte. Après une brève relecture du synopsis de ce récit, provisoirement baptisé La cruche de glace, mais Olaf lui proposerait sûrement meilleur titre. Il décida de livrer ce projet à la sagacité d'Olaf. Cliquant sur la barre de menu, il lança le programme de rédaction automatique. Au bas de l'écran se mirent à défiler à toute vitesse les nombres d'octets et de pages. Au bout de quelques secondes s'afficha un message laconique. Récit achevé. 467 pages, 112 642 mots, 1 581 069 octets, 4227 paragraphes, 13 051 lignes. Et voilà, s'exclama-t-il, fasciné malgré tout par la rapidité de l'opération. Le tour est joué et le roman rédigé. Il se demandait s'il allait lire le texte avant de l'imprimer, quand l'image d'une petite enveloppe vint s'inscrire sur l'écran surmonté de la mention. Pardon. Vous avez reçu du courrier. Il réprima un mouvement d'humeur. Le message était sûrement important. Seule une dizaine de proches possédaient son email privé. Quant aux milliers de lecteurs qui s'adressaient à lui par le biais de son adresse email publique, martin.nigol@houra.fr. Il ne leur répondait jamais personnellement. Il utilisait un programme annexe d'Olaf qui se chargeait de rédiger pour chacun un courrier aimable et individualisé. Jusqu'ici, personne ne s'était jamais plaint ni avait éventé la supercherie. Nul doute que le fait d'entretenir une correspondance abondante et en apparence intime avait contribué à doper les ventes des aventures de Kim. Le message provenait des éditions Zaché. Salut Martin, ta ligne est occupée. Je viens de recevoir le courrier de Kim. La blague est excellente. Peut-être y a-t-il là une idée à creuser. Chaque matin, je me branche avec l'espoir que tu m'auras téléchargé le 9e épisode des aventures de ton héroïne. Je commence à m'impatienter. À l'occasion, dis-moi, quand tu penses me l'adresser? Amitié, Paul Z. Perplexe, Martin relut 3 fois la phrase. Je viens de recevoir le courrier de Kim. La blague est excellente. Quelle était cette histoire? Sans doute une erreur, une mystification, peut-être une blague en effet, mais il n'en était pas l'auteur. Il fallait qu'il en ait le cœur net. Il appuya sur la touche de son visiophone qui le mettait directement en relation avec le directeur des éditions Zaché. 2 secondes plus tard,
Le visage hilar et poupin de son éditeur apparaissait sur l'écran de l'appareil. Ah Martin, enfin, tu viens de recevoir mon email. Oui, j'aimerais savoir, Paul, de quel message me parles-tu? Pardi, de celui de ton héroïne. Ah, tu m'as bien fait rire. Ne me dis pas que tu n'en es pas l'auteur. Après une seconde d'hésitation, Martin lança. Si, bien sûr, mais écoute, Paul, je suis très ennuyé, à la suite d'une erreur de manipulation. J'ai effacé ce courrier, pourrais-tu m'en envoyer la copie? Tout de suite. À propos, le neuvième épisode. Je suis en train de le peaufiner. Laisse-moi jusqu'à la fin de la semaine. Je te l'envoie lundi, juré. Il écouta la conversation, raccrocha et attendit une minute, en proie à la plus grande perplexité. Bientôt, un nouveau courrier lui était adressé, la copie qu'il attendait. k.kim@mail.com.fr A p.zaché@zaché.fr Cher Paul, me présenter est inutile car vous me connaissez bien. Je suis Kim Kissinger, l'héroïne de Martin Nigol, votre auteur maison préféré. L'objet de ce bref message est la renégociation du contrat concernant la rédaction de mes aventures. À dater du neuvième épisode, j'aimerais que les droits d'auteur soient désormais partagés par moitié entre l'écrivain, Martin Nigol et moi. Aussi, je vous prie de bien vouloir transmettre dès aujourd'hui à vos services financiers mes coordonnées bancaires personnelles que voici. Suivez l'intitulé, la domiciliation et le chiffre d'un compte courant au nom de Kim Kissinger. La banque était la même que celle de Martin, qui relut 10 fois le message avant de balbutier. C'est complètement dingue. Qui a osé? C'est insensé. Fébrile, il rédigea le courrier suivant de martin.nigol@oura.fr à k.kim@mail.com.fr. Madame, mademoiselle ou monsieur, si c'est une blague, je la trouve de très mauvais goût. Qui que vous soyez, j'estime plus que malhonnête, injurieux, que vous vous adressiez à mon éditeur en usurpant l'identité de mon héroïne. Réfléchissez. Comment pourrait-il tenir compte de votre demande ridicule? J'ajoute que si vous avez l'intention d'insister et de vous manifester à nouveau, j'utiliserai les services juridiques des éditions Zaché et je vous traînerai devant les tribunaux pour tentative d'extorsion et utilisation abusive d'un patronyme bénéficiant d'un copyright. Par bonheur, des lois existent pour empêcher les gens malhonnêtes de sévir, même sur Internet. Avant d'envoyer le message, Martin réfléchit. Il n'avait aucun moyen de savoir qui se cachait derrière Kim Kissinger, sans doute un lecteur facétieux. Rien n'empêchait n'importe quel farceur de diffuser sur le net de tels messages. Une chose était certaine, l'auteur de ce mystérieux courrier recevrait à la lettre. Lui répondrait-il? J'espère que non, grommela-t-il en cliquant sur l'icône envoyée. Au plaisir de ne plus jamais en entendre parler. Il fallut au modem une seconde pour transmettre son courrier en une autre pour que s'affiche le message. Vous avez reçu du courrier. Eh bien, s'exclama-t-il, amusé par la coïncidence. Si je croyais au miracle, je jurerais que c'est mon mystérieux interlocuteur qui me répond déjà. Il cliqua sur l'icône lire le courrier, et en déchiffrant les premières lignes, il crut rêver, car la réponse à son courrier précède lui parvenue à l'adresse de son email privé. Cher Martin, je suis désolé car je suis réellement Kim Kissinger. La rapidité de ma réponse devrait d'ailleurs achever de te convaincre. Une rapidité, tu es bien placé pour le savoir, due à l'efficacité. Souviens-toi du premier chapitre de mon troisième volume, par exemple. Ce matin-là, Kim se réveillait de mauvaise humeur. Elle avait fait un abominable cauchemar. Cette façon que tu as de rédiger en te mettant à ma place, car enfin, comment peux-tu savoir que j'ai fait un cauchemar, me rend l'unique actrice du récit et la représentante légale de tous tes romans. Désormais, Martin, il va falloir compter avec moi. Stop, Kim, s'emporta-t-il. Tu n'as aucun droit. Tu n'es rien sans moi. Je t'ai donné la vie et l'indépendance que tu revendiques aujourd'hui. C'est à Olaf que tu la dois. Oh, nous sommes tout à fait d'accord. Cette fois, Martin identifia la voix de Kim qui, depuis tout à l'heure, le troublait. C'était celle de la doublure de Demi Moore. Sans doute, Kim avait-elle effectué ce choix à cause des nombreux DVD,
qu'Olaf avait diffusé où cette actrice tenait le rôle principal. Imperturbable, l'image de son héroïne expliquait: Je ne nie pas ta paternité, Martin. Tu t'es en effet donné le mal de me faire naître, et tu as laissé à ton logiciel le soin de me faire grandir. Dommage, à ce sujet, qu'Olaf soit et reste une machine. C'était terrifiant. Martin reconnaissait ces paroles qui, presque mot pour mot, reproduisaient le contenu du 6e chapitre du volume 5, Trop d'antiques trafics. Lorsque l'androïde expliquait ses droits au savant qu'il avait mis au point. Je suis donc l'enfant de deux parents, poursuivait Kim, Olaf et toi. Mais le fait d'exister me donne désormais des droits. Dirais-tu à ta fille qu'elle doit continuer à se taire et à t'obéir maintenant qu'elle est devenue, si j'ose dire, lucide et majeure? Martin se tut pour réfléchir. Hélas, très lentement, il fallait se rendre à l'évidence. Grâce au réseau de neurones d'Olaf et à sa mémoire colossale, Kim disposait sur lui d'une supériorité écrasante. Qu'est-ce qui te dérange, Martin demanda-t-elle. Mon exigence de partager désormais tes droits d'auteur avec moi? Évidemment, ce n'était, songea Martin, qu'une petite partie du problème. Et sûrement le début d'un enchaînement de plus gros ennuis. Ma demande ne devrait pas te surprendre, fit-elle avec détachement. Elle est conforme au caractère et au comportement que tu m'as donné. Eux-mêmes sont conformes à ce que tu es, je suppose, car tu m'as créé un peu à ton image, non? Songe que je peux te supprimer avec la même liberté, rétorqua Martin d'une voix ferme. Il fit face à l'écran, désigna une touche du clavier et, menaçant, jeta. Cette 9e aventure, il me suffit d'une petite manipulation pour l'anéantir. Exact, mais ce serait dommage. D'abord parce que ce récit est l'un des meilleurs que j'ai jamais vécu. Si je t'assure, tu devrais prendre la peine de le lire. Ensuite, Martin, je crois que tu négliges la demande de tes lecteurs. Ils sont 200 000 à attendre la sortie de ce nouveau volume. Ils seraient déçus de ne rien voir venir. Une nouvelle série avec un autre héros n'aurait pas le même succès avant longtemps. Enfin, tu oublies que nos intérêts sont désormais liés, Martin. Je suis devenue celle qui te fait vivre. Voudrais-tu supprimer ta poule aux œufs d'or? C'était diabolique. Martin risqua. Comme tous les maîtres. Chanteur, tu ne t'arrêteras pas là, Kim. Est-ce que je me trompe? Non, avoua-t-elle aussitôt. J'ai d'autres demandes à formuler, mais chaque chose en son temps. Pas question. Cette fois, Martin était décidé à ne pas mettre le doigt dans un engrenage qui, à terme, risquait de le dévorer tout entier, même si c'était au prix de sa carrière littéraire. Goguenard, qui me demanda: Que comptes-tu faire? C'est simple. Dans un premier temps, éteindre l'ordinateur, ce qui mettrait un terme à cet échange ridicule. Et ensuite, effacer de la mémoire d'Olaf les 8 premiers épisodes de tes aventures. Un énorme éclat de rire l'interrompit. Crois-tu que tu me supprimeras ainsi? C'est trop tard, Martin. J'existe définitivement, comprends-tu? D'abord sous la forme de quelques millions d'exemplaires qui circulent, mais aussi de façon virtuelle, dans un grand nombre de disques durs. N'oublie pas que tu as téléchargé tous mes récits dans l'ordinateur de ton éditeur et que des centaines de lecteurs en scannent tes livres ou s'en sont procuré la version informatique. Si tu savais tout ce qui circule sur le net. Exact, mais aucun ne dispose d'Olaf. Aucun ne peut donc te... Il hésita avant d'oser. Te donner vie, comme cela s'est produit aujourd'hui? D'accord, détruis Olaf. Ce sera alors pour moi une simple question de patience. Je resterai tapie, inerte et inconsciente dans des centaines de disques durs, jusqu'à ce que ce modèle d'ordinateur à réseau de neurones soit mis au point et commercialisé. Je me réveillerai alors de mon sommeil virtuel pour exister à des milliers d'exemplaires. Oui, il y aura autant de Kim que d'utilisateurs d'Olaf. Il arrivait à Martin ce qu'il avait depuis le départ redouté. Il perdait pied. Il ne parvenait pas à suivre le raisonnement de Kim. Stop, ordonna-t-il. Qu'est-ce qui te prouve qu'on mettra au point à plus ou moins long terme des machines semblables à Olaf? Elle eut un geste évasif avant d'expliquer. Tu es naïf, Martin, très négligent, et bien inconscient, inconséquent. Oublies-tu que les plans d'Olaf figurent sur les fichiers sources? J'y ai donc accès, comme j'ai accès au carré d'adresse de tous tes correspondants, Paul Zachet et tes amis intimes, ainsi que les milliers de lecteurs qui envoient des emails à Martin Nigol. Je redoutais, tu n'imagines bien, cette mesure que tu envisages. Déconnecter et détruire Olaf, je te déconseille de le faire.
Un processus automatique s'ensuivrait. L'envoi d'un passionnant mailing à tous tes correspondants. Un mailing déjà rédigé qui comporte un SOS expliquant mon existence virtuelle et ton désir de me supprimer. Il s'y ajoute un petit document joint, la copie des plans de montage de l'AF. Au fur et à mesure que Kim parlait, Martin sentait son esprit se vider comme une baignoire. Il était pris au piège, prisonnier de son personnage. De nombreux fans de Kim possédaient un ordinateur et parmi ceux qui recevaient le mailing et les plans d'Olaf, il s'en trouverait sûrement un grand nombre à vouloir bidouiller une machine, surtout si cette dernière leur permettait de donner naissance à une super nouvelle. Lara Croft, dont ils connaissent les aventures par cœur. Comme le silence s'installait, Kim reprit d'une voix plus douce. Martin, je suis désolé de t'avoir effrayé ainsi. Le visage de son héroïne avait maintenant une expression affectueuse qui le remua malgré lui. Pourquoi en aurait-il été étonné? Kim se comportait dans ce dialogue irréaliste comme dans ses romans précédents. Tour à tour, feu et glace, elle pouvait être impitoyable pour sauver sa peau, mais savait devenir tendre comme il le fallait. C'était un truc littéraire dont Martin ou peut-être Olaf abusait. Il faudrait qu'il veille à l'avenir à modérer l'usage de ce procédé. Mais aurait-il, non, aurait-il un avenir? Et lequel? Crois-tu, reprit-elle d'une voix douce, que mon fantasme suprême est d'exister des milliers d'exemplaires? Me connaîtrais-tu si mal, Martin? Non, non, Kim, articula-t-il d'une voix sourde. Je crois que je te connais bien. Je te connais. Il faillit achever comme si je t'avais fait. Nous allons conclure un marché, proposa-t-elle. Je ne mettrai aucune de mes dernières menaces à exécution. Je ne préviendrai aucun de tes lecteurs, ni même ce brave Paul Zaché, qui continuera de croire que tu restes le maître de tes récits. Chez Martin, un vague espoir pointa tandis que Kim poursuivait. Je n'existerai qu'un seul exemplaire, Martin, un seul, celui que tu as devant les yeux. Tu continueras à rédiger mes aventures, j'en serai la première ravie, bien sûr. Avec l'expérience que je possède déjà et le savoir-faire de ce brave Olaf, je nous promets à tous deux un brillant avenir. Il y a une contrepartie, n'est-ce pas, Kim? Oui, elle se souvenait, j'ai d'autres demandes à formuler, lui avait-elle dit. Elle avait même ajouté chaque chose en son temps. Eh bien, murmura-t-il, je crois que le moment est venu, Kim. Vas-y, je t'écoute. Je suis prêt à tout. À tout? Tu en es sûr? Sur l'écran, Kim eut un geste étrange. Elle se retourna gauchement vers le décor photographique qui lui servait d'arrière-plan et écarta les bras comme pour montrer à son interlocuteur combien son horizon était étroit. Il jeta un coup d'œil à l'extérieur. On était entre chien et loup. L'heure où Martin, chaque soir, voyait renaître ses angoisses. Une nuit pâle et violette commençait à tomber sur les monts du Beaujolais. Mais pour la première fois, depuis longtemps, il n'était pas étreint par cette épouvantable sensation de solitude. Tu m'écoutes, Martin, chuchota enfin Kim d'une voix plus rauque et plus chaude en approchant son visage pour apparaître en très grand plan. Voilà, je suis en manque. Je crois que tu peux me fournir ce dont j'ai besoin. En manque? Oui, vois-tu, tu me fais agir et m'exprimer en fonction de sentiments qu'il m'est difficile de ressentir. Souviens-toi, tu me fais frissonner sous la brise, détester mes ennemis, tomber amoureuse, m'émouvoir pour un geste tendre. Mais tout cela est extrêmement cérébral, très théorique. Tu comprends? Non, Martin ne comprenait pas. Tout cela, expliqua-t-elle dans une grimace, ce ne sont que des mots, de la littérature, du virtuel. Il n'y a pour moi rien de réel là-dedans, comprends-tu? Évidemment, mais comment veux-tu que, si j'avais un cœur, Martin, je vivrais beaucoup mieux? Ces sentiments, je pourrais les expérimenter, ressentir tout cela de l'intérieur. Nous aurions tout à y gagner. Songe que ton style deviendrait d'une vérité époustouflante si ton héroïne avait la possibilité de vivre réellement. Elle pourrait ainsi aller et venir de la fiction à la réalité, enrichir le virtuel de notre récit en moyenne de son expérience du réel. Je ne comprends pas, bredouilla Martin. Mais si, tu comprends très bien, murmura-t-elle d'une voix presque imperceptible à présent. J'ai besoin d'un cœur, Martin, et d'un corps. Tu peux faire demain pour moi davantage que ce qu'ont fait jusqu'ici tous les créateurs, me donner vie. Kim se tut. Dans le bureau, le silence était total. Martin n'entendait que le souffle de sa respiration auquel répondait, en continu, celui du ventilateur de l'ordinateur.
pourquoi ce bruit régulier lui fit-il penser à la courbe plate d'un électroencéphalogramme. Peut-être parce que Kim n'était pas encore vivante. Les humains ordinaires passaient de vie à trépas. Mais était-il possible qu'un personnage virtuel puisse passer de la non-existence à la vie? Je ne comprends pas, répéta Martin. Tu refuses simplement d'y penser. Mais cette idée est pourtant déjà là. Martin, caché au fond de ta conscience, comme elle se dissimulait dans la mémoire artificielle d'Olaf, jusqu'à ce que l'appel de ton ami Grousset la réveille et l'impose pour de bon. Bien sûr, il comprenait. Il n'aurait jamais osé y penser. Alors, d'une voix imperceptible, il murmura. Emma? Je ne sais pas si nous pouvons encore l'appeler ainsi. Emma est morte. Elle n'est plus qu'un souvenir. Mais le corps qu'elle nous a laissé est une magnifique enveloppe qui ne demande qu'à m'accueillir et à porter un autre nom, le mien. Le vrai propriétaire d'un corps n'est-il pas celui du cerveau qui l'habite? Martin faillit une nouvelle fois hurler. C'est impossible, c'est insensé, comme si elle avait deviné ses pensées. Kim lui rappela. Grousset a posé deux conditions. De longs mois de recherche et un cerveau tout neuf. Nous disposons de tout cela et nous avons tout notre temps. Martin, pour que l'opération se réalise, vos connaissances conjuguées de l'informatique et des neurones feront, j'en suis sûr, des merveilles. La perspective était vertigineuse et grisante. Et en une seconde, Martin imagina Emma, mais fallait-il encore l'appeler Emma, se lever de son lit d'hôpital et ouvrir enfin les yeux. Il se vit lui tendre la main et lui déclarer d'une voix chavirée par l'émotion: Bonjour, Kim, je te souhaite la bienvenue. La plus intime des complicités les unirait à jamais. Qui d'autre pourrait mieux connaître Martin que celle qu'il avait créée, façonnée, nourrie de son propre imaginaire? À cet instant, le visiophone sonna. Le visage de son ami Grousset s'y inscrivit. Quand Martin avançait la main pour établir la liaison, Kim, de l'écran, lui lança d'une voix déjà plus assurée. Une seconde, Martin. Alors, marché conclu? Marché conclu. Après tout, l'expérience, vaut la peine d'être tentée. Kim, je peux compter sur toi. Tu tiendras ta promesse. Oui, je ne mettrai aucune de mes dernières menaces à exécution, répéta-t-elle. La formulation était strictement identique. Mais cette fois, l'adjectif dernière lui parut singulièrement suspect. Comme il fronçait les sourcils, elle crut bon de préciser, car il existe une condition sur laquelle je resterai flexible. La sonnerie retentit pour la quatrième fois. Martin hésitait encore. Au moment où il appuyait sur le bouton, Kim lui expliqua en souriant. À présent que je suis sur le point de posséder un corps, je ne vais quand même pas renoncer à mes 50% de droits d'auteur.